Vous pouvez voir ses vidéos sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, où elle démonte des fake news. Vous pouvez voir aussi un de ses travaux sur France Télévisions, je crois M6 aussi, tu avais bossé un peu aussi, enfin, sur plusieurs chaînes de télévision. Et elle est spécialisée dans la désinfox, c'est-à-dire le fait de vérifier les informations et de démonter quand c'est pas vrai. Mais elle va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Cette université ouverte, elle a été initiée par le club de football de Lyon-la-Duchère, comme vous le savez, qui est le club de football qui est juste à côté d'ici au Stade Balmont. On essaye d'être un club de foot, bien sûr, de jouer. On a presque failli monter en division supérieure cette année. On essaye aussi surtout d'être un lieu citoyen, un lieu d'échange, et c'est dans ce cadre-là qu'on a imaginé l'université ouverte de la Duchère, où on fait venir une fois par mois, 2 fois par mois, des personnalités qu'on trouve intéressantes pour nous parler d'un sujet qu'on trouve intéressant. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on commence, on va juste éloigner cette table un peu, et on va vous passer une première vidéo de Aude. Salut! Il y a une tendance à la mode sur YouTube, c'est des gens qui analysent des clips de musique en direct live depuis leur canapé. Et on y trouve souvent des super scoops. Je suis tombée sur une vidéo qui a quasiment 2 millions de vues. Ça s'appelle « La vraie face cachée de Maître Gims révélée, franc-maçonnerie ». Il s'est passé quelque chose de très grave qui s'appelle les attentats de Charlie Hebdo. Et ces attentats-là m'ont beaucoup marqué parce que, déjà parce que c'est quand même des journalistes qui ont été assassinés, et puis surtout quand je voyais, quand j'ai regardé où est-ce que ça se passait, j'ai dit en fait ça se passe au bureau. Parce que je travaillais, en fait, je ne savais pas que Charlie Hebdo était nos voisins, mais on travaillait vraiment dans le même couloir à ce moment-là, dans une agence de presse qui s'appelle Première Ligne, qui fait notamment les caches investigations, par exemple, si vous connaissez un petit peu avec Élise Lucet, voilà. Et donc ça m'a beaucoup évidemment sonné. Je suis allée après voir mes collègues, et c'est là que je suis tombée un peu vraiment de ma chaise, c'est rien de le dire, mais en voyant toutes les théories, à ce moment-là, je connaissais même pas le mot théorie du complot, mais en voyant toutes les idées complètement fausses et enfin ahurissantes pour moi, qui circulaient juste après cet attentat. Alors il y avait de tout, hein. C'était globalement, voilà, tout le monde recherchait un peu le coupable, ça pouvait être tout le monde sauf les terroristes, donc ça peut, et si le gouvernement était de mèche, et si les journalistes étaient de mèche, parce que du coup, en fait, les personnes qui ont filmé les frères Kouachi sortir, donc les terroristes, à ce moment-là, c'était des journalistes, c'était mes collègues. Et il y avait comme ça des photos, notamment, qui circulaient et qui les impliquaient, qui sous-entendaient que peut-être ils auraient été de mèche avec cet attentat, ce qui était complètement ahurissant pour moi, et notamment, par exemple, sur la base d'une photo où on voyait Édouard, donc un ami à moi, qui était réfugié sur le toit. Je ne sais pas si vous avez encore en tête un peu ces images-là. Et il avait un gilet pare-balles. Et par exemple, circulait parmi les milliards de fausses informations ou de théories fumeuses sur l'événement, circulait l'idée que Édouard avait un gilet pare-balles. Tiens, comme par hasard, est-ce qu'il n'aurait pas été quelque part un peu... comment ça se fait qu'il ait direct un gilet pare-balles alors que ça vient juste d'arriver, etc. Et ça, juste pour poser très rapidement cette idée-là, c'est vraiment la base du conspirationnisme. C'est-à-dire que le comme par hasard, c'est vraiment la phrase qui fait intelligent quand t'as un peu rien à dire, quoi. Et c'est très facile. Moi, je pourrais aussi dire ici, tiens, comme par hasard, on m'a invité, je sais pas, on est le 31 mai, il se trouve que le 31 mai, tiens, comme par hasard, c'est la date anniversaire de... Et puis je pourrais toujours trouver quelque chose qui pourra me laisser sentir que, tiens, c'est quand même par hasard, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière? Et c'est un bon réflexe de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché? C'est le réflexe de tous les journalistes, hein. Nous on cherche tout le temps des affaires, des choses pas nettes, etc. Mais il faut creuser, à condition de creuser. Et c'est ce que les conspirationnistes ne font jamais. Et donc par exemple, très souvent je démarre mes interventions en montrant cette photo d'Édouard, en disant qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour savoir finalement pourquoi il avait un gilet pare-balles. C'est vraiment quelque chose de très simple.
Alors je sais pas, peut-être on est dans un cinéma, les gens osent pas trop, mais il aurait fallu tout simplement appeler l'agence de presse et dire et faire un droit de réponse. Donc c'est-à-dire que dire voilà comment ça se fait, on a ces doutes là, qu'en pensez-vous? Et nous on aurait immédiatement répondu que en fait dans une agence de presse qui envoie des journalistes sur des terrains de guerre, il y a un placard avec des gilets pare-balles, et donc c'est pas complètement fou quand on entend des tirs de se saisir d'un gilet pare-balles, et c'était juste ça l'explication en fait. Il y a pas de et voilà, juste pour attirer votre attention sur un premier point qui est hyper intéressant pour essayer de déceler les contenus qui sont potentiellement trompeurs, c'est est-ce qu'il y a un droit de réponse? Vous allez tout le temps voir souvent des contenus qui quelque part un peu vomissent sur telle ou telle personnalité, telle ou telle personne, etc. Est-ce que la personne qui vous informe a donné l'opportunité à cette personne-là qui est incriminée de s'exprimer? C'est vraiment tout bête, c'est la base des enquêtes, c'est ce que fait la police tout le temps, quand ils reçoivent quelqu'un qui accuse un autre, ils écoutent l'autre, etc. Et ça, c'est jamais fait. Et juste, voilà, c'était pour dire ça. Et après, voilà, moi je suis présidente d'une association qui s'appelle Fake Off. On est 80 journalistes, on intervient partout en France pour essayer vraiment d'aider tous les publics à démêler le vrai du faux sur Internet, ce qui devient quelque chose de plus en plus compliqué. Et aussi pour parler du journalisme, on n'est pas des VRP du journalisme, on est tout à fait critique sur le système médiatique par plein d'aspects, etc. On compose avec, plus qu'autre chose, quoi. Hein. Et du coup, cette association-là, elle vit aujourd'hui vraiment de manière très chouette. On fait beaucoup d'ateliers avec des jeunes, des moins jeunes, etc. On produit de l'information et c'est top. Et j'ai créé aussi ma chaîne YouTube quand il y a Donald Trump, lui qui est arrivé au pouvoir. Ça m'a beaucoup sonné. C'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube en me disant qu'il fallait peut-être porter la voix un peu plus loin. Et donc sur cette chaîne YouTube, en fait, je fais des enquêtes sur des contenus qui m'ont l'air assez douteux. Je montre comment j'enquête pour essayer de savoir si c'est vrai, si c'est faux. Et à la fin, j'interpelle les personnes qui ont propagé, qui sont à la source en fait de la diffusion de ces fausses informations. Et donc ça donne des fois des choses assez rigolotes, mais la plupart des gens, moi je m'aperçois que du coup j'ai discuté avec beaucoup de conspirationnistes, la plupart des gens, je pense, ne sont pas dans une démarche, moi c'est ce que j'ai appris, c'est ma petite expérience, donc ça n'est pas une... Voilà, là je vous livre pas les résultats d'une étude, etc. Peut-être il faudrait confronter ce que je dis à d'autres... à des recherches sérieuses. Mais la plupart des conspirationnistes que j'ai eu au téléphone, moi c'était vraiment des gens qui étaient vraiment, je pense, persuadés d'avoir la vérité, et pas tellement dans une démarche cynique tiens, je sais ce que c'est la vérité, mais je vais vraiment raconter n'importe quoi exprès pour ma communauté, etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée parce que voilà, ce sont des gens souvent qui, un peu de manière presque des fois mystique, hein, franchement, ont la sensation d'avoir vu la lumière, ils ont eu un accident, ils ont un truc, etc. Et ils ont tout compris tout d'un coup, que tout était la faute de Bill Gates, ou la faute de l'industrie pharma, ou la faute de, je sais pas. Et ça devient vraiment un gros cheval de bataille pour eux. Donc ça, on pourra en parler aussi après si vous voulez. Et dernière chose que je fais en ce moment, si ça vous intéresse, effectivement, j'ai décidé d'ouvrir le journalisme au plus grand nombre. Moi, je pense qu'en fait, la production d'informations, à l'avenir, elle va se faire avec vous. Et pas que de toute façon, nous journalistes, on peut pas non plus être sur tous les fronts, etc. Et j'ai du coup créé une rédaction collaborative qui est sur un serveur qui s'appelle Discord. Vous pourrez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, What the Fake, etc., vous pourrez retrouver le lien. Et donc, si vous voulez venir enquêter avec nous, c'est génial parce qu'en fait, du coup, maintenant, j'enquête avec des gens qui sont, il y a une assistante sociale, un assistant maternel, un météorologue, des lycéens, enfin voilà. Et tout ce petit monde se retrouve pour essayer de faire progresser des enquêtes. C'est super et ça donnera lieu à une série documentaire bientôt sur la chaîne Arte. Voilà pour la petite présentation et le débunkage, le fact-checking, tous ces termes-là, c'est simplement des termes qui sont là pour... c'est du démontage en fait. En vrai, je pense qu'en français, on devrait peut-être dire du démontage de fausses informations. Voilà, donc déjà, si jamais il y a des remarques, des questions, etc., c'est avec grand plaisir.
Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette thématique intéressante à explorer parce que j'avais notamment pas mal de jeunes effectivement qui étaient un peu perturbés ou en tout cas qui se posaient des questions par rapport à justement des messages potentiellement cachés dans des clips, etc. Et c'est vrai que ça demande aussi du recul de se rendre compte que tout ça c'est effectivement du marketing, que c'est fait aussi pour pour le buzz, et je trouvais que c'était intéressant de rendre compte de ça. Il y a plusieurs choses que dont je peux parler. Si je dois essayer de donner des clés vraiment un peu basiques sur la façon dont je conseille aux gens de fact-checker, c'est pas très simple, on est d'accord, c'est pas forcément facile, il n'y a pas de recette miracle qui fait que je vais scanner telle information et je vais savoir si c'est 100% vrai, 100% faux. Mais en revanche, il y a des petits trucs vraiment assez simples, et c'est vrai qu'avec la rédac collaborative notamment, on a mis sur... Prends peut-être plus au micro parce que j'ai l'impression que celui-là il a du Larsen dans tous les sens. Ou c'est peut-être pas ça d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Dans la cabine, il y a du Larsen. Très fort. Ouais, je sais pas. Bon. Et du coup, en fait, peut-être que je vais vous poser la question, ce sera peut-être plus sympa aussi si quelqu'un veut se dévouer. Je voulais savoir, vous, quand vous tombez sur des contenus, vous savez pas trop si c'est vrai ou si c'est faux, etc. Quel genre de réflexe vous avez? Et que voilà. Donc c'est toujours avoir ce réflexe de chercher la source. Et sur les vidéos YouTube, s'il vous plaît, que ce soit sur TikTok, etc., la source, elle se situe en fait en dessous, enfin quelqu'un qui cherche à vraiment bien vous informer, il met les sources en dessous de la vidéo, donc tout simplement dans la description. Et ça, c'est des exercices tout simples qu'on fait des fois avec les jeunes, c'est d'essayer de retrouver est-ce qu'il y a des sources. Et souvent, il y a beaucoup de vidéos de gens qui produisent du contenu mais qui ne donnent aucune source. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément faux, mais ce qui veut au moins dire que c'est pas quelqu'un qui est archi rigoureux à vouloir absolument démontrer ce qu'il raconte. Donc ça, c'est en fait... donc là, je suis en train de vous dérouler une petite méthode qui s'appelle la méthode STAR. Je me retourne comme si j'allais écrire au tableau, mais il n'y a pas de tableau. C'est le S, le T, le A et le R. Donc le S, c'est les sources, c'est vraiment la première chose à regarder. Évidemment, quand il y a des sources, ça ne veut pas dire que c'est forcément des bonnes sources, ceci, cela. Mais s'il n'y en a pas, c'est quand même... c'est a priori, en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose forcément de confiance. Après le T, c'est le travail. Donc le travail, c'est typiquement comme j'en parlais, exactement comme je disais au début, par exemple le droit de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez une vidéo, et là, franchement, avec ce genre de vidéo, et les mêmes de K-Illuminati, je veux dire, c'est des vidéos que vous-même, vous pouvez faire sur votre canapé en un quart d'heure, quoi. Si vous-même, vous voyez des contenus où vous vous dites ça, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de taf. Et le vrai boulot, c'est typiquement un peu là ce que j'ai fait, essayer de voir qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie, essayer de savoir vraiment si Maître Gims est franc-maçon, prendre contact avec les gens. Vous voyez, Maître Gims, je vais arrêter de bouger, Maître Gims, je lui ai offert aussi la possibilité d'offrir un droit de réponse. Voilà, il y a des gens qui disent que, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment du travail, et ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à discerner normalement assez facilement. En tout cas, c'est vraiment, je dirais, le cœur du travail, c'est vraiment donner du contexte. Mais en tout cas, il y a des degrés de fiabilité, c'est-à-dire que un journaliste qui a fait une enquête, parce que pour moi, encore une fois, les journalistes, dans la tête des gens, des fois, les journalistes, c'est un peu tout ce qui se passe à la télé. Non, les journalistes, c'est les gens qui produisent les informations. Et ils ne sont pas si visibles que ça, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Les journalistes sont vraiment rémunérés pour produire de l'information solide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, des fois, des erreurs, des problèmes, etc. Mais en tout cas, ils ont un intérêt direct. Un journaliste qui fait trop n'importe quoi ou qui, il va prendre la porte, il ne va pas rester, etc. Donc, de base, c'est plus fiable que Aristote le Raïs ou quelqu'un que vous ne connaîtrez pas, souvent qui se cache sous des pseudos, etc. Quand c'est des chercheurs,
Est-ce qu'ils s'expriment dans leur domaine de compétences? Mais voilà, l'auteur, c'est aussi fondamental. Donc là, on a la source, le travail, l'auteur, et le R, c'est la rigueur, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont quelque part assez flous. On ne sait pas trop qui, quoi, comment. Bah alors là, typiquement, la vidéo d'Aristote, si tu veux, il n'y a pas plus flou. Sauf que le journalisme, c'est quelque chose de clinique, en fait. C'est qui, comme un rapport de police, c'est la même méthode d'enquête, c'est globalement. Qui, quoi, comment, qui a déclaré telle chose. Mince, c'est mon téléphone qu'on avait mis à charger. C'est pas grave. Et donc voilà, donc c'est une petite méthode qu'on a mis au point, qu'on a testé sur des CM2 par exemple il y a quelques temps, dans une vidéo, mais que du coup vous pourrez voir sur la chaîne, mais pas ce soir. On les a fait fact-checker, une vidéo qui expliquait que un chercheur avait trouvé une fée, une vraie fée. C'était assez mignon parce que franchement, voilà, CM2, je sais pas quel âge tu es en CM2, tu as 10 ans, ils ont réussi, ils ont vu, ok, pas de source. Travail, non franchement madame, il a fait que repomper une vidéo déjà existante, etc. L'auteur, bon bah il s'appelle Lulu la machine, vous connaissez Lulu la machine? Il fait des vidéos sur TikTok, etc. Bon, c'est pas trop un spécialiste des faits, ni de la zoologie, ni quoi que ce soit, et la rigueur, il n'y en avait pas. Et donc c'est une petite méthode comme ça qu'on essaye de faire passer, qui peut un peu aider, mais je veux dire, la base, c'est effectivement aussi tout simplement d'essayer de trouver de voir si le contenu que vous voyez passer est repris par des journalistes, typiquement, par exemple dans Google. Un de mes premiers réflexes, moi, quand j'entends parler de quelque chose, je vais dans Google et je vais dans Actualité. Vous avez un truc Actualité dans Google. Et même si, pareil, il y a parfois des trous dans la raquette, dans l'onglet Actualité de Google, vous avez normalement si vous tapez, je sais pas moi, Yeti dans Google et après dans Actualité, vous allez voir des dernières recherches sur l'existence potentielle d'un Yeti, etc. Vous avez a priori, je dis bien a priori, des contenus en tout cas plus sérieux que si vous allez comme ça un peu n'importe où sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Donc voilà, je me prends un tout petit peu d'eau. Et si vous avez des questions, oui, je prends. On avait une question. Ouais. C'est quoi les Illuminati? Les Illuminati, c'est longtemps que j'entends parler d'eux. C'est plus à la mode. Hein. Ouais, c'est plus à la mode. Il y a des modes, hein. C'est comme. C'est Big Pharma maintenant, hein, qui est à la mode. Il y avait une question, je crois, il y avait quelqu'un. Alors, les Illuminati dans la vraie vie ou les Illuminati tels qu'ils sont vus sur Internet? Non, parce qu'il y a vraiment eu des Illuminati. Alors, il y a eu des Illuminati en Bavière en 1843. C'est une société secrète qui a existé pendant 30 ans et qui s'est pété la figure ensuite 30 ans plus tard. Donc ça a fait depuis la fin du 19e siècle que ça n'existe plus. Simplement, c'est devenu un fantasme ensuite de dire « Ah bah regardez, si on parle plus d'Illuminati, c'est parce qu'ils sont vachement secrets. » Vous voyez, à un moment, on est dans une situation où c'est compliqué, c'est-à-dire, quand on vous parle d'une société secrète, elle existe, et quand on vous en parle plus, elle existe quand même si elle n'existe plus. Parce que le fait de ne pas en parler, ça veut dire que c'est vachement secret. Donc les Illuminati, c'est ça, et aujourd'hui, dans la culture populaire, ça c'est ce que tu affrontes beaucoup plus, c'est une société secrète qui n'existe plus, donc on peut lui faire faire et lui faire dire n'importe quoi. Moi demain je peux dire, il y a le culte des amateurs de tartes portugaises, mais c'est vachement secret, vous n'avez jamais entendu parler du culte des tartes portugaises, et du coup ils sont pour boire le sang des personnes qui sont au milieu du ciné du Cher à chaque conférence. Donc toi t'es mort. Voilà. Et sauf que vous le verrez pas, c'est hyper secret. Vous le verrez pas parce que c'est hyper secret. Et si jamais vous le revoyez à la prochaine conférence, ce sera plus lui, ce sera un robot à la place qui aura été mis par la Société des amateurs de tartes portugaises. Et comme par hasard, Romain parle de ça aujourd'hui, ce qui à mon avis n'est pas du tout une coïncidence. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis payé pour faire croire que ça n'existe pas, la secte des amateurs de tartes portugaises. En fait, c'est ce que là où les journalistes, on est quand même assez presque jaloux des producteurs de désinformation, c'est que ça leur demande pas de boulot. C'est très simple de balancer quelque chose. Vous voyez bien les rumeurs qui circulent partout, etc. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide, ça fait le buzz, etc. Et l'information de qualité, c'est dur, il faut enquêter, il faut trouver des sources, il faut confronter des points de vue. Et à l'arrivée, le pire, c'est que c'est beaucoup moins vu souvent que les rumeurs, parfois
un peu fumeuse, voire beaucoup. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lequel c'est vrai qui est compliqué. L'économie du journalisme, elle est de plus en plus compliquée. Les producteurs de désinformation, ils ont de plus en plus d'argent. Moi, j'ai fait tout un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube aussi, qui s'appelle Fake News, la machine à Afrique, et qui montre en fait tout l'argent qui est généré par la désinformation, souvent d'ailleurs grâce à des marques que tout le monde connaît, donc Orange, SFR, Bouygues, Carrefour, etc. Ils apposent en fait des publicités sur des contenus, donc, des vidéos YouTube, etc., ce qui leur rapporte de l'argent. Et elles le savent la plupart du temps, hein, franchement elles le savent, en tout cas si elles n'étaient pas au courant avant le documentaire, nous on les a toutes contactées, donc, enfin toutes, beaucoup. Mais quand même elles n'agissent pas pour plein de raisons que je ne vais peut-être pas voilà, détailler ici, mais c'est aussi tout un business. Donc en fait, le simple fait même de liker, de partager des contenus, ça leur donne plus de visibilité, ce qui donne un signal en fait à des algorithmes comme quoi il faut mettre en avant cette vidéo qui au final génère de l'argent aussi pour ces gens-là. Donc c'est un vrai problème auquel on est tous confrontés. Tu avais 2 ou 3 questions? Moi, je voulais juste rajouter, vous avez dit que c'était facile de sortir de la franc-maçonnerie, et un jour je suis tombée sur un livre qui s'appelle J'étais franc-maçon, et je me suis dit, ben, s'il y était, c'est qu'il n'y est plus, et en fait là on comprend que selon le stade où on est, si on est en bas de l'échelle ou plus haut, ça peut être très compliqué de sortir de la franc-maçonnerie. Globalement, vous savez, on est dans une ville qui est très marquée par la franc-maçonnerie, à Lyon, qui a inventé plusieurs rites francs-maçons, donc, et où en gros, vous savez, la franc-maçonnerie à Lyon, les gens, c'est plutôt public quand ils le sont. Ils le disent beaucoup, et la plupart des francs-maçons que je connais qui ont quitté la franc-maçonnerie, c'est qu'ils avaient la flemme, y compris quand ils étaient au gradé, ils avaient la flemme d'aller, je sais pas, le mercredi soir pour mettre un tablier et puis réfléchir, et du coup, où ils ont arrêté de payer leurs cotisations parce qu'ils trouvaient ça trop cher, et personne n'est venu les jeter dans le Rhône ou des choses comme ça, hein, vous inquiétez pas. Non, mais après, il y a différents types de franc-maçonnerie aussi, je crois que, donc peut-être qu'il y a effectivement des courants qui sont un peu plus compliqués à quitter que d'autres. Là, j'avoue que moi, du coup, je m'étais focalisée sur vraiment le Grand Orient. Mais en fait, c'est un sujet tellement vaste. Donc, je ne sais pas exactement. Après, oui, vous aurez toujours forcément des gens qui vont vous dire que ça a été difficile. Ouais, je pense. Peut-être que j'aurais pu être plus nuancée dans ce que j'ai avancé. C'est une bonne remarque. Une question ici. C'est quoi le but d'envoyer des fake news? Ah, c'est super intéressant. Je suis sûre que vous avez au moins une ou deux réponses. C'est quoi le but? Déstabiliser, par exemple. Déstabiliser, ouais. Alors ça, c'est des buts... alors c'est un but... De déstabiliser... Oui, mais pourquoi faire ça? Pour arriver peut-être à combattre son ennemi politique. Voilà, donc là vous parlez d'un but politique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres buts? Donc un but politique, c'est vraiment, voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que parfois les jeunes n'en ont pas forcément. Ça veut dire quoi faire la fake news dans un but politique? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la politique, qui se lèvent le matin en voulant convaincre, et c'est très louable, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci, le but c'est vraiment de convaincre les concitoyens que il faut faire ci, il faut faire ça, la solution c'est ça, quel que soit le parti ou le courant dans lequel vous êtes. Et donc forcément, de base, quand ton but quelque part c'est de convaincre, tu peux très rapidement glisser dans le fait de soit de balancer de la désinformation sur des adversaires, soit d'édulcorer un petit peu ton parcours, ou de dire que je sais pas, ce que tu fais est formidable et que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, oui, il y a un but politique, ça c'est vraiment c'est un des buts majeurs effectivement de la fake news. Mais il n'y a pas que ça. Un but commercial, je pense. L'ego peut-être aussi. Oui, un but commercial aussi. Ouais, un but commercial, exactement. Encore une fois, c'est moi, si vous regardez,
le documentaire qui s'appelle Fake News, la machine Afrique, que j'ai co-réalisé avec Sylvain Louvet. En fait, on a rencontré quand même quelqu'un aux États-Unis. Excusez-moi, on a rencontré quelqu'un aux États-Unis qui a un site conspirationniste qui n'est pas connu en France, mais qui est assez connu là-bas, qui s'appelle The Gateway Pundit. Et lui, toute la journée, mais alors il a même des bénévoles, des gens qui lui écrivent vraiment gratuitement, et puis, alors pas que, mais voilà. Ils écrivent globalement, je vais être sympa, mais la moitié de ce qu'ils écrivent, c'est globalement, ça tient pas trop la route, ou c'est vraiment produit comme ça à la chaîne, etc. Mais ils s'en fichent, parce qu'en fait, ça accroît même son audience, parce que les gens, en fait, prennent l'information souvent comme un produit, donc ils ont envie qu'on leur serve ce qu'ils ont envie d'entendre, en fait, tout simplement. Voilà. Donc tu as envie de croire, de penser que, je sais pas, Donald Trump est le sauveur, et qu'il a fait ci, ça, même s'il y a tout qui montre le contraire, tu vas acheter quelque part cette information. Et ça, c'est vrai que c'est aussi Enfin, moi, je trouve que le plus grand danger des fake news, c'est nous-mêmes, en fait. C'est même pas tellement... C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait toujours conscience que, surtout quand on a des a priori, enfin quand on a des idées bien arrêtées sur des sujets, c'est là qu'on glisse dans les fake news et qu'on se fait avoir. C'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez les biais cognitifs. En fait, c'est des biais qu'a notre cerveau quelque part et qui nous fait souvent mal réfléchir ou qui nous induit en erreur. Et il y a quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est vraiment ce qui se joue le plus dans les fausses informations. C'est que c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi travailler avec les jeunes, parce que souvent ils ont moins de base d'idées préconçues, ou en tout cas d'idées très arrêtées sur un certain nombre de sujets. Quand tu as une opinion qui est faite sur quelqu'un, par exemple, ton cerveau va la protéger. Une fois qu'elle est faite, il la protège. Et donc, ça donne des choses du style... je sais pas, moi, on va prendre un exemple... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Pour prendre un exemple vraiment qui parle à tout le monde, si moi, je sais pas, vous avez quelqu'un que vous détestez, par exemple. Ah, tout le monde, c'est marrant, parce que je suis sûre que tout le monde est en train de penser, ah oui, bon, cette personne-là, si moi je viens, vous avez votre opinion qui est faite. Si moi je viens vous voir avec zéro preuve de rien, mais en vous disant, ah oui, cette personne, tu sais quoi, elle m'a fait la pire crasse, etc., vous allez tout de suite le croire. Parce que votre cerveau, il fait, ah, c'est bien, c'est de la bonne nourriture qui va venir m'aider à protéger ma croyance, comme quoi cette personne est mauvaise. Mais maintenant, si je viens vous voir avec beaucoup d'éléments hyper solides pour vous montrer que cette personne-là a fait quelque chose de super chouette, vous allez quand même, malgré le fait que je vais vous apporter des éléments solides, vous n'allez pas tellement vouloir le croire, parce que votre cerveau veut protéger sa croyance, comme quoi cette personne est mauvaise. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, enfin moi c'est ce que j'aime dans le travail de journaliste, c'est qu'on doit toujours essayer de penser contre soi-même. On a tous des opinions, moi j'en ai plein, voilà, on a tous une éducation qui fait que on a tendance à penser plutôt telle chose que telle autre, etc. On est des éponges et d'essayer toujours de réfléchir à, mais en fait, est-ce que je fais pas fausse route finalement? Est-ce que on peut pas avoir le prisme d'une autre manière? Je trouve que c'est hyper sain et c'est même le plus important pour moi en fait, c'est que les gens comprennent ça. Tu peux nous parler de ta série sur Arte? Ouais, alors en fait, donc depuis septembre, en fait, je fais que enquêter avec des gens de tous horizons, donc dont vous pouvez faire partie encore une fois. C'est sur un serveur qui s'appelle Discord. Et on planche sur différents sujets. Alors, je peux pas trop en dire là tant que la série n'est pas sortie, mais par exemple, en ce moment, on travaille sur Wikipédia. J'imagine que vous êtes tous, vous connaissez tous Wikipédia. Comment marche cette encyclopédie? Qu'est-ce qui passe pas comme source? Pourquoi beaucoup de gens se plaignent de Wikipédia en disant que ah non, moi ma page, je suis désolée, c'est pas vrai ce qu'il y a écrit, etc. On essaie d'explorer tout ça.
Et sur d'autres thématiques aussi, on essaye de travailler. On a travaillé sur le discours anti-IVG, par exemple. Salut les filles. Excusez-nous, madame. Non, il n'y a aucun problème. Bonne soirée. On a travaillé sur... voilà, on a plein de sujets comme ça en cours. On va bien, et donc ça ce sera diffusé avant la fin de l'année. Et l'idée, c'est vraiment justement d'essayer de montrer comment on travaille, de montrer aussi tout le temps que ça prend de bosser, toutes les questions qu'on se pose, et voilà la difficulté, en fait, c'est une vraie difficulté ce travail, mais c'est ce qui le rend aussi passionnant, quoi. Et de montrer ça, je pense que de mettre quelque part les gens un peu dans nos baskets et dans nos questionnements, je trouve que c'est assez sain. Donc voilà, c'est sur quoi je travaille là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Comment elle va s'appeler ta série sur Arte? Il y a quelqu'un qui demande. Ça s'appelle Citizen Facts. Alors, donc Citizen, citoyen, et plus loin Facts, F-A-C-T-S, donc les faits. Citizen Facts, ouais. Une question? Oui, s'il vous plaît. Les fake news, elles se diffusent à la vitesse grand V. Et après, toute la recherche, ça demande du temps. Oui. Et du coup, est-ce qu'elle ne tombe pas, finalement, on reste sur l'idée de fake news. Et comme il faut du temps pour démontrer que finalement c'est faux, c'est oublié. Et ouais, c'est un vrai problème. Et ça reste la fake news. C'est un vrai problème parce que je crois en plus que ça a été démontré. J'ai peur de dire une bêtise, mais je lis un livre en ce moment sur la psychologie de la vaccination. Oui, c'est passionnant et c'est vrai. Non, en vrai, c'est un livre qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, il montre que voilà, les attitudes qu'on a pu avoir par rapport à la vaccination, etc., elles viennent pas forcément de gens qui sont d'ailleurs complètement anti-vax et tout. Enfin, c'est sur l'hésitation vaccinale, c'est très intéressant. Et pourquoi je parle de ça? Parce que à l'intérieur, j'ai lu, je crois, ce qui s'appelle, enfin, il parlait du biais d'un biais, je crois que ça s'appelle le biais de véracité, mais en tout cas, effectivement, j'ai appris du coup que même en sachant que une fausse information, un contenu est faux, il nous imprègne quand même et il nous influence quand même. Et c'est vrai que c'est terrible de penser ça. Après, en fact-checking, le problème, c'est comment on est obligé de venir derrière, quoi. Donc c'est vrai que tout ça est très compliqué. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup au fait de co-construire l'information avec le maximum de monde pour... Enfin voilà, je pense que cette démarche est salutaire, mais c'est un vrai questionnement. Hein, je veux dire, comment faire Alors ça se joue. J'ai bien une petite idée, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit plus régulé au niveau des réseaux sociaux, que ça fasse, voilà, que les algorithmes poussent moins ce genre de contenu, etc. Mais tout ça après revient à un problème économique, qui est qu'il n'y a pas d'intérêt économique à faire ça. Donc, parce que voilà, le buzz génère des revenus publicitaires, etc., etc. Donc tout ça est effectivement très compliqué. Et là, je partage le constat que vous faites, quoi. Ouais. On va prendre encore quelques questions. On prend une ou deux questions, puis de toute façon, après, il y a le verre de l'amitié. Il y a madame. Attendez, je vais lui passer mon micro à la dame. Oh, bah, t'es là, ouais, écoute, c'est parfait. Oui, dans tout ce que vous venez de dire, j'ai un peu l'impression quand même qu'il y a des gens qui se présentent comme des journalistes qui ont fait des écoles, qui ont appris un métier, enfin bon. Et puis qu'il y a des gens qui sont des donneurs de nouvelles et qui sont jamais vérifiés, qui sont là pour faire de l'audience. Alors moi, je parle plus, c'est vrai, des chaînes de télé que de chaînes, parce que comme peut-être que vous aimerez quand même que ça soit une vieille dame qui vous pose des questions, que ça soit pas une jeune, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire, bon, vous avez fait un métier, vous êtes journaliste de métier, ou bien, voilà, il y en a qui s'approvisent journalistes et qui sont recherchés par ces chaînes, par les réseaux sociaux. Voilà, en fait, alors je sais pas si... Ouais, il y a un problème de clarification, je suis d'accord, dont les journalistes souffrent beaucoup.
Voilà. Parce qu'effectivement, moi je ne me reconnais pas du tout dans la plupart, enfin dans beaucoup de choses qui peuvent se passer à la télé, etc. Pourtant je suis associée à ça. Du simple fait de travailler dans le même média ou même d'une manière générale dans les médias. Mais c'est vrai que c'est important de faire la part des choses, et pour moi les journalistes c'est vraiment, enfin c'est pas pour moi, c'est-à-dire que les journalistes c'est vraiment des gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler sur une information, pour produire de l'information. Et ces gens-là finalement ne sont pas si visibles que ça. Sur les plateaux télé, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de trucs super sur les plateaux télé, etc. Hein, c'est tout ça que je suis en train de dire, mais c'est vrai que on n'est pas toujours... il faudrait quelque part trouver un moyen d'aider les spectateurs à faire la part des choses, quoi. Ouais. Et finalement, c'est pas fait. Il y a beaucoup de choses parfois qui se disent sur des plateaux qui ne sont pas spécialement vérifiées, mais moi qui travaillais dans une chaîne d'information au tout début de ma carrière, je travaillais à iTélé, qui est maintenant quelque part l'ancêtre, globalement qui a été vidé de sa rédaction complètement, et qui aujourd'hui est CNews. Ah oui. Donc ça n'a plus rien à voir. Mais c'est vrai que nous, les journalistes, on partait en reportage, etc., etc. Et puis les gens qui étaient en plateau, on se côtoyait même pas, on les connaissait pas, même les présentateurs, voilà. Donc c'est vrai que c'est deux mondes parallèles, mais pour le spectateur, on a l'impression que tout le monde, voilà, tout est mis dans le même sac, et c'est dommage. Je suis complètement d'accord. Il y a le problème de la censure aussi. Ouais. Il y a aussi le problème de la censure, parce que, par exemple, quand on parle de vaccination, dès lors que quelqu'un donnait un autre point de vue que ce qui était communément admis, il se faisait descendre ou il se faisait éjecter soit du plateau, soit... Ouais, là j'ai du mal à répondre, parce qu'il faudrait vraiment partir de l'exemple très concret, que vous avez peut-être pas en tête, je sais pas. Si, par exemple, moi je suis médecin, et il y a eu des médecins qui ont été accusés parce que tout au début ils ont traité, et donc très vite on n'a plus eu le droit de traiter pour le Covid, parce que si on traitait, on ne pouvait pas sortir le vaccin. Donc ça c'est sourcé, et le problème c'est qu'ils ont été accusés et ils ont été donc jugés en conseil de discipline par l'ordre des médecins. C'était sur le quai Jaïr, donc à Lyon, et aucun journaliste ne pouvait rendre compte quand ils étaient remis, disons quand finalement on reconnaissait qu'ils avaient raison. Donc il y avait beaucoup d'articles quand ils étaient accusés, et par contre quand ils étaient j'allais dire blanchis, on n'avait pas le droit d'en parler. Et l'avocat nous a dit qu'un journaliste avait essayé et s'était fait virer de son journal. Ça me paraît assez étonnant. Après, il faudrait que je me penche davantage sur l'affaire, mais pas le droit d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement de la censure. Enfin, je sais que souvent les gens peuvent penser que... Enfin, je veux dire, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu en me disant ça, il faut que t'en parles comme ci, ça, il faut surtout pas mettre cette information, ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Ce qui veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Ça existe, et d'ailleurs, c'est documenté. Enfin, je veux dire. Mais c'est beaucoup moins prégnant, je pense, que ce qu'on imagine. Et là, le cas que vous soulevez, j'avoue que je sais pas trop comment répondre dessus, mais ce qu'a dit votre avocat m'étonne beaucoup. Il faudrait que je lui demande la source. Non, mais en tout cas, il n'y a pas des choses dont on a le droit de parler, pas le droit de parler, etc. C'est plus, c'est souvent des choix éditoriaux en fait. Là, ouais, je suis désolée parce que ne connaissant pas davantage le sujet, mais je vous invite par contre si vraiment c'est un problème, etc., je vous invite à vous rapprocher de
de BFM Lyon, d'autres médias, vous pouvez leur écrire hein, en un petit tweet ou en un truc un peu cordial et tout, essayer de creuser cette affaire, ça peut être intéressant. Ouais.